Bon, merci à toutes et à tous d'être là cet après-midi, par ce bel après-midi qu'on aimerait, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, passer la plage. Mais on est ravis de pouvoir être là. Oui, je connais ta conférence, je l'ai entendue 50 fois. Donc Mathieu Cassotti va commencer cet après-midi. Mathieu Cassotti, il travaille au laboratoire, il est professeur au laboratoire, professeur de psychologie du développement. Et il travaille notamment sur la créativité. Et il va essayer de vous donner des perspectives peut-être un peu différentes de celles qu'on peut avoir sur la créativité, quels sont les processus qui sont engagés et quels sont les leviers pour développer la créativité chez les élèves. Donc, sa conférence est intitulée L'école de la créativité, et donc il va parler pendant 45 minutes, et puis après vous aurez un quart d'heure de discussion avec lui, donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions. Il a un spectre très large, il peut répondre sur l'adolescence, la prise de décision, les fausses informations. J'ai fait un article large. Et puis ensuite, Arnaud Caca prendra la parole et parlera de stress et d'apprentissage. Je sais que c'est une question qu'on se pose tous dans l'école qu'on connaît aujourd'hui. Il y a effectivement beaucoup de stress pour les élèves et les conséquences du stress sur les apprentissages, sur la mémorisation notamment. Et puis ensuite, Sébastien Goudot, Arnaud qui est professeur au laboratoire, qui est professeur de neurosciences. Et donc on voit aussi qu'on fait interagir dans ce laboratoire des gens qui viennent de la psychologie, des gens qui viennent de la neurobiologie et des neurosciences. Et qui nous parlera de stress et d'apprentissage, donc pareil, 45 minutes ou 15 minutes ensuite de questions. Et puis ensuite, c'est Sébastien Goudot qui nous rejoindra, qui est maître de conférence au CERCA à Poitiers, l'université de Poitiers, qui avant a travaillé dans notre université, mais qui a décidé, dans une perspective de déconcentration, d'aller travailler à l'université de Poitiers, et qui nous parlera d'inégalités et d'inégalités éducatives notamment, produites par les inégalités sociales. Donc ça terminera ce cycle de 3 conférences. Pareil, il parlera pendant 45 minutes et puis ensuite pendant 15 minutes on pourra lui poser des questions. Et puis ensuite on essaiera de se réunir avec Myriam qui est conseillère pédagogique pour discuter tous ensemble finalement de ce qu'on vous aura dit jusque-là. Donc voilà, très bon après-midi parmi nous et on est ravis d'être avec vous. Et je passe la parole à Mathieu Cassotti. Merci beaucoup Grégoire, merci beaucoup à tous de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici avec vous, même si je sais que ça va être compliqué pour vous de ne pas vous endormir, de ne pas penser au soleil. Je vais essayer de ne pas vous faire regretter d'être venu et de commencer. Donc je vais essayer de mettre un peu d'énergie. Je vais tout donner. Je vais essayer de donner tout ce que je peux. Je vais faire de mon mieux pour essayer de vous convaincre en fait que l'école de la créativité c'est un sujet qui est important et qu'au-delà des maths, au-delà du français, au-delà de l'histoire géo, la question de la créativité, en fait, c'est une question critique qui va être transversale au niveau de l'école. Et pourquoi j'ai essayé de vous convaincre? Parce qu'en fait, il y a d'autres personnes en fait, qui vont un peu saper le travail, parce qu'une des vidéos qui est la plus regardée en fait, sur YouTube, en fait, c'est une vidéo qui explique pourquoi l'école tue la créativité. Donc ils ont expliqué qu'avant en fait, d'aller à l'école, les enfants sont créatifs. Puis quand ils vont à l'école, à cause des profs et à cause du conformisme, et on aura l'occasion de discuter un petit peu de ces éléments-là, en fait l'école va tuer la créativité. Donc le meilleur moyen d'être créatif pour un certain nombre de personnes, c'est de ne pas aller à l'école. Donc vous voyez bien qu'on est dans une espèce de paradoxe, et en même temps, on se rend compte aussi que ceux qui vont construire par exemple des Airbus, qui vont construire des fusées, en fait ils ont été à l'école. Et eux aussi vont devoir être créatifs. Et qu'il y a un certain nombre d'artistes, il y a un certain nombre de personnes, et vous-même, vous avez a priori été à l'école, et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas créatif. Donc on va essayer de casser un petit peu des idées reçues sur la créativité, essayer de vous démontrer que ça peut être intéressant et que ça sert à quelque chose. Et en gros, à la fin, ce que j'aimerais pouvoir essayer de répondre à une autre question, plein de questions, je mets des questions comme ça, qui est de savoir est-ce que l'école en fait peut stimuler la créativité, et quel type d'école en fait pourrait stimuler la créativité des enfants et des adolescents. Hyper attentif, je vous ai accroché, directement endormi en 2 slides, ce qui est un record pour moi. Alors déjà, on va essayer de se mettre d'accord sur la créativité, ce qu'on entend par créativité quand on est en psychologie, en neurosciences, parce qu'en fait, si je vous demande une définition de la créativité, vous allez tous en avoir une, vous avez tous des exemples de ce qu'est la créativité, donc juste qu'on se mette d'accord. Comme ça me permet en fait de parler uniquement de ma version de la créativité. En fait, on s'est beaucoup écharpé sur la créativité en psychologie du développement. Et si vous voulez, quand on pense à créativité, on pense effectivement au domaine artistique, beaucoup. On pense un petit peu à l'écriture aussi, parce que c'est une forme d'art. En tout cas, c'est d'être capable d'écrire des nouvelles, de créer des histoires. On va penser à l'imagination.
En réalité, on est beaucoup plus terre à terre en fait en psychologie, on a arrêté de s'écharper. Pour la créativité, ça va être toutes les activités dans lesquelles vous allez devoir produire une idée, une réponse, une production originale, quelque chose d'original, donc quelque chose de différent de ce qui existe. Et deuxièmement, comme vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, il faut que cette production elle soit adaptée. Donc c'est à la fois quelque chose d'original et à la fois quelque chose d'adapté au contexte. L'adaptation au contexte, on essaie de pas trop discuter, on dit qu'on est d'accord et c'est une définition consensuelle. Original, tout le monde est d'accord. Adapté au contexte, c'est pas toujours évident parce que ça peut être adapté à un contexte en particulier et pas forcément à un autre. Donc là, il y a beaucoup plus de débats, mais en gros, on va se mettre d'accord quand même sur la question de l'originalité. Et je vous ai mis ça parce que ça, c'est ce qui fait que ça devient encore plus intéressant, c'est que la créativité est rentrée dans PISA. Donc elle rentre dans PISA, donc on va avoir des évaluations de la créativité dans PISA, et donc on va pouvoir se poser la question de savoir est-ce que la France est mauvaise en maths, mais elle est très créative. Et donc ça va devenir, alors si la France est très créative, moi je finis, on ne viendra plus jamais me demander d'intervenir si on est bon dans les classements, mais si on est aussi mauvais que les maths, j'ai un business pour pouvoir vous présenter des choses sur la créativité. Et donc, telle qu'elle est définie dans PISA, c'est une capacité à résoudre des problèmes en l'absence de méthodes de solution évidentes. Et dès lors qu'on dit ça, la créativité c'est tout. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation où il n'y a pas une solution évidente et que cette solution en fait elle ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'à peu près quasiment tout, en fait, en tout cas tous les problèmes majeurs de notre société en fait n'ont pas de solution évidente, sinon on les aurait trouvés, on les aurait appliqués et on n'aurait plus ces problèmes. Donc tous les problèmes qui sont vraiment des problèmes épineux vont demander en fait la créativité pour pouvoir s'en sortir. Donc on va avoir un lien très fort entre la résolution de problèmes et la créativité. Donc je ne vais pas vous parler de créativité artistique, on pourra en discuter si vous avez des questions sur la créativité artistique, je serais ravi de discuter avec vous de la créativité artistique, mais je vais plutôt vous expliquer un petit peu comment ça se passe sous l'angle de la résolution de problèmes. On peut voir aussi la question artistique sous cet angle-là sans aucun souci. Alors tout ça est un peu abstrait pour vous certainement à ce moment-là. Il se trouve que tous les psychologues se sont rendus compte, assez tôt, c'est dans les années 40 qu'on s'est rendu compte en fait que c'était pas si simple d'être créatif. Si c'était simple, en fait, là aussi, on le ferait tous et on n'aurait aucun souci à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe des blocages cognitifs dans la créativité. Alors, les blocages cognitifs, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un blocage cognitif, mais généralement, quand on essaie d'innover et de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, il y a plusieurs blocages en fait qui peuvent exister. Il y a des blocages financiers, si vous n'avez pas d'argent pour développer votre produit, c'est compliqué. Il y a aussi des blocages qui font que vous n'avez pas envie, et vous n'avez pas d'acteurs qui ont envie de le faire. Et il y a des blocages liés plutôt à des enjeux sociétaux, c'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas intéressant pour la société. Ça, c'est les trois types de blocages classiques qu'on a dans les situations d'innovation. Mais en réalité, il y a des situations dans lesquelles ces blocages-là n'existent pas, on a très envie d'innover, il y a un vrai enjeu sociétal, et on a vraiment des acteurs qui veulent le faire, et pourtant ils n'y arrivent pas. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Tout simplement parce qu'ils ont des blocages cognitifs et qui ne sont pas du tout au même niveau. Et ces blocages cognitifs, on les connaît depuis un certain temps. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ça date des années 40, c'est Dunker, c'est formidable. Donc on va vous donner, alors vous ne voyez pas très bien avec la résolution, mais on vous donne une boîte de punaises, une bougie et une boîte d'allumettes. Et vous avez un plan, vous avez un mur sur lequel il y a un tableau en liège, et on vous demande en fait d'accrocher la bougie à hauteur des yeux, de façon à ce que quand on va allumer en fait la bougie, la cire ne tombe pas sur la table. Je laisse un petit moment de réflexion. Alors, généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils prennent les punaises et ils vont essayer de construire, ils vont essayer de faire tout un tas de choses. Et en fait, il y a une solution évidente qu'on ne voit pas tout de suite. Qui est en fait de retirer les punaises de la boîte pour pouvoir en fait l'utiliser comme une plateforme. Et je dis ça ne vient pas tout de suite parce qu'en fait, le psychologue Dunker, il a fait en sorte d'amorcer en fait la fonction classique de l'objet. C'est-à-dire qu'il a amorcé la boîte comme un contenant et pas comme un objet en tant que tel qu'on pourrait utiliser. Et donc, si vous voulez, il vous a mis dans un état d'esprit dans lequel vous êtes bloqué, vous êtes fixé sur la fonction usuelle de l'objet, vous n'arrivez pas à en sortir. Et donc, dans cette situation-là, les gens, en fait, ne réussissent pas la tâche. Mais dans une autre situation dans laquelle, cette fois-ci, on a simplement pris exactement le même matériel, mais les punaises sont mises à côté, là, cette fois-ci, les gens sont capables de résoudre la tâche. Donc la façon de percevoir le problème va nous conduire à un blocage, une fixation sur l'utilisation classique des objets, et nous empêcher en fait de résoudre correctement le problème, alors qu'il y a des solutions évidentes qui peuvent exister. Et ces effets de fixation, on va les retrouver bien évidemment dans la résolution de problèmes, et je vais vous montrer qu'ils existent aussi dans des situations plus de créativité.
Les enfants dans tout ça. Parce que j'ai dit que l'école ne tuait pas la créativité, ou elle pouvait la tuer, ou que c'était compliqué. On va essayer de voir un petit peu d'où ça peut venir, cette histoire de... alors, ce n'est pas que je suis dyslexique, hein. Je pense que ça vient d'un problème de compatibilité avec le PowerPoint, mais en réalité, ça doit être... je n'ai pas des petits symboles comme ça, un petit peu partout. C'est pas mon truc, voilà, c'est juste un problème de... Donc c'est condition qui est marqué. Désolé. On a été regarder si les enfants sont effectivement plus créatifs dans ce genre de situation. Est-ce que les enfants vont avoir les mêmes types de blocages cognitifs que les adultes dans ce genre de situation? La tâche est assez simple, on n'utilise pas de bougies. Alors nous on l'a fait aussi avec des bougies, mais on ne les laisse pas allumer les bougies parce que sinon en fait il y a des petits problèmes de sécurité. Donc juste pour ça, en fait là c'est des enfants de 5 ans. Donc on évite de le faire, mais ils ont fait une petite adaptation. Alors c'est une petite histoire toute simple, hein. C'est-à-dire que vous avez 2 peluches en fait. Une qui est sur une étagère et une qui est sur la table, et elles doivent pouvoir en fait se rejoindre, mais elles ne peuvent pas sauter. Donc il va falloir construire en fait un échafaudage. On va vous donner du matériel pour construire cet échafaudage. Donc il y a 2 conditions. Alors c'est des petits cubes en polystyrène. Excusez-moi le dessin, c'est une construction artisanale. Mais c'est des petits cubes en polystyrène, et dans une condition, ces petits cubes vont être dans une boîte. Dans l'autre condition, la boîte va être à l'extérieur. Et on va regarder si le fait d'avoir amorcé la fonction classique de l'objet, c'est-à-dire d'avoir mis les petits cubes dans la boîte et que cette boîte en fait soit comme contenant, va influencer ou pas la capacité des enfants à résoudre ce type de problème. Alors la solution elle est toute simple, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser en fait la boîte, la retourner et l'utiliser comme une composante pour pouvoir construire cet échafaudage. Donc dans cette situation-là, ça doit être assez compliqué. Dans cette situation-là, ça doit être simple. Ils arrivent tous à résoudre le problème. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder le temps de réponse de ces enfants. Et en fait, on se rend compte entre 5 ans, 6 ans et 7 ans que, effectivement, chez les enfants de 6-7 ans, effectivement, il va y avoir une différence. C'est-à-dire qu'ils vont mettre plus de temps pour résoudre cette tâche-là que pour résoudre cette tâche-là. C'est-à-dire qu'il va bien y avoir un effet de fixation fonctionnelle qui va entraver leur capacité à résoudre le problème. Par contre, chez les enfants de 5 ans, il n'y a pas du tout cette situation-là. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs, là c'est intéressant, c'est-à-dire que les enfants de 5 ans vont être meilleurs que les enfants de 6 ans pour résoudre ce problème parce qu'ils ne sont pas influencés en fait par la façon dont on a présenté la situation. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus créatifs? Pas encore. Mais ça veut dire en tout cas qu'il y a quelque chose chez les enfants sur lequel ils ne sont pas fixés de la même manière. Ils n'ont pas le blocage cognitif de la même manière. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'assister à la présentation de Grégoire Borst hier sur l'inhibition, mais je peux vous la faire en 10 secondes. Un résumé large. En gros, ces blocages cognitifs en fait, font écho à tout ce qui existe aussi, comme on est tous victimes en fait, de biais de raisonnement et de biais dans le domaine de la décision, et que pour pouvoir résister à ces biais, il nous faut un processus très particulier. Il ne faut pas activer la logique, il ne faut pas forcément avoir la compétence logique, ou en tout cas, ce n'est pas la compétence logique qui guide en fait, notre capacité à résoudre ces biais, c'est le processus d'inhibition, c'est-à-dire qu'il faut résister à des automatismes. Dans cette situation-là, effectivement, la fixation est un automatisme qui va conduire à un blocage, il faut un mécanisme pour pouvoir y résister. Et je ne vous dis pas que les enfants de 5 ans sont meilleurs pour résister. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qui se passe. On sait que les enfants ont plus de difficultés à résister à des automatismes que les adultes. Ici, ce qui se passe, ce n'est pas un problème d'inhibition. Ici, c'est qu'ils ne tombent pas dans le piège parce que le piège n'existe pas encore. Et c'est là où ça va devenir très intéressant, c'est qu'à tout moment du développement, on peut se poser la question de savoir si ils ont la compétence logique, s'ils sont capables de résoudre le problème, mais des fois, il va y avoir des situations où il va y avoir des stratégies rapides, automatiques, qui vont venir entraver, en fait, l'expression de cette compétence. Donc, c'est pas qu'on n'est pas logique, c'est qu'on a un piège, en fait, qui va venir, en fait, nous bloquer et nous empêcher. Et donc, pour pouvoir résister à ce piège, il faut de l'inhibition. Mais si ce piège n'existe pas, il n'y a pas besoin, en fait, de résister à ça. Il n'y a pas besoin de résister au piège, parce que le piège, il est en construction. Et donc, vraiment, on a des situations dans lesquelles les enfants vont avoir des avantages. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus créatifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixés de la même manière, ils ne voient pas le problème de la même manière. Et ça, c'est très lié à la question de l'expertise, par exemple. Devenir expert dans un domaine, c'est créer des automatismes dans ce domaine. Si vous allez chez votre plombier, mais vous allez rarement chez le plombier, donc on va prendre autre chose. Chez votre garagiste, quand il voit le moteur, il a des automatismes que vous n'avez pas. Et donc ça va le contraindre à faire des diagnostics, ou en tout cas à raisonner. La plupart du temps, ça fonctionne bien. Mais s'il doit créer quelque chose de vraiment différent de ce qui existe, là, il va avoir plus de difficultés. Et donc, vous avez des situations dans lesquelles, lorsque vous n'êtes pas fixé, en fait, c'est un avantage pour pouvoir résoudre le problème. Mais, bien évidemment, ce n'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc, c'est aussi pour ça que les enfants, parfois,
peuvent avoir des idées intéressantes et voir le problème d'une façon différente parce qu'ils ne sont pas fixés pareil que les adultes, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de créer le nouveau réacteur de la fusée Ariane. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est capable de le faire nous non plus, mais j'essaie de trouver un exemple qui a du sens. Donc cette fixation, en fait, c'est un petit peu le blocage cognitif majeur qu'on va avoir en fait dans la créativité, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de connaissances, et on va discuter un petit peu du rapport avec la connaissance pour la créativité, et qui est très important, mais on va se rendre compte que ces connaissances, parfois, en fait, elles peuvent être bloquantes et elles peuvent nous conduire à avoir des difficultés à sortir du cadre et à être créatif. Alors ça c'est juste pour vous illustrer, là on va passer à une autre étape. Là vous étiez dans la résolution de problèmes, il y avait une bonne, une mauvaise réponse, donc ça allait. Là vous allez voir qu'on va basculer dans un monde en fait où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la conception et si vous voulez faire de l'innovation ou de la créativité, vous n'allez pas déboucher forcément vers quelque chose qui est la bonne réponse ou la mauvaise réponse que vous devez choisir. On n'est plus dans ces situations-là. Ce n'est pas un problème où parmi l'ensemble des choses, je dois juste choisir ce qui me permet de résoudre le problème. Je vais devoir en fait faire un travail de conception qui est un petit peu plus compliqué. Je vous donne cet exemple-là parce que je me suis dit qu'il allait vous parler plus facilement. Donc, si je cherche à concevoir une chaise de camping qui soit à la fois légère et bon marché, automatiquement, parce que vous avez déjà des expériences, alors vous n'êtes pas forcément allé au camping, mais vous avez déjà vu des chaises. On est d'accord avec ça? On a tous vu des chaises. On connaît assez bien l'objet parce qu'en plus, ce qui est bien avec le langage, c'est que ça permet justement en fait, de définir ce qu'est une chaise et ce qui n'est pas une chaise. Et il y a une chaise, il y a un tabouret. La frontière parfois peut être un petit peu floue, en tout cas c'est pas toujours très clair. Mais vous avez tout un tas de connaissances en fait sur les caractéristiques typiques de cet objet. C'est le principe même de la catégorisation, c'est assez génial. Ce qui vous permet en fait de définir tout ça comme des chaises. Ça, ces connaissances-là et ces connaissances qui sont rapidement activées, c'est extrêmement bien quand vous devez choisir au supermarché parmi quel type de chaise en fait est adapté. Vous n'allez pas prendre une chaise en chêne massif extrêmement lourde pour le camping. Vous allez effectivement pouvoir décider efficacement. Maintenant, si je vous demande vraiment de sortir du cadre et de proposer quelque chose d'original, d'être créatif, là ça va être plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que ça va vous ancrer en fait dans des solutions qui sont beaucoup plus classiques. Et je vous donne juste un exemple. Un exemple, c'est pas la bonne réponse, hein. C'est pas vers là que vous devez tendre. Il y a plein d'exemples de chaises qui peuvent être très créatives. Vous voyez bien, on a des chaises qui ont 4 pieds, il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont... Il n'y en aurait pas, d'ailleurs. Pourquoi ça ne soit pas par terre? Pourquoi vous ne vous asseyez pas par terre? Pourquoi quand vous êtes venu ici, vous n'êtes pas assis par terre? Il y avait des chaises. Il y avait des chaises. Alors, on discutera du conformisme social tout à l'heure, si vous voulez. Ça, on va en discuter un petit peu tout à l'heure. Mais aussi parce qu'en fait, c'est hyper désagréable quand on est assis par terre. Alors, ça dépend de la souplesse. Il y a différents niveaux de souplesse. Il y a des gens qui ont plus... Levez les mains ceux qui ne sont pas souples du tout et qui trouvent ça désagréable d'être assis par terre. Merci de votre solidarité. Ben, moi aussi, je trouve que c'est pas du tout agréable. Mais c'est pas agréable parce que vous n'avez pas ça. Ceci est une chaise. Bon, généralement, là, je perds la moitié de l'auditoire. Vous allez voir, à la slide 25, je vais perdre l'autre moitié, en fait. Hein. Je vais perdre complètement votre compte. Oui, ceci est une chaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont dit, mais attendez, pourquoi on ne s'assoit pas par terre? Et c'est là où il y a le rapport à la connaissance qui est intéressant dans la conception. Bah, du coup, ils se sont posé la question de savoir, mais pourquoi on ne s'assoit pas par terre? Quelles sont les caractéristiques qui nous empêchent de nous asseoir par terre? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on n'est pas très bien tenu, en fait, on n'est pas maintenu correctement lorsqu'on est par terre. Ça vous permet, en fait, de maintenir... Alors, je ne l'ai pas ici, je ne peux pas vous la faire tester. Et en plus, c'est pas si bon marché que ça, en fait, parce qu'ils la vendent super cher, je crois que c'est genre 30 €. Donc, je trouve ça hyper cher par rapport à ce que c'est. Mais je casse un petit peu le mythe. Mais c'est vraiment une sangle, en fait, qui a la taille, en fait, parfaite pour pouvoir vous tenir et pour pouvoir être vraiment confortablement installé. Vous ne connaissez pas ça ici, vous, parce que vous n'êtes pas souvent dans le métro. Mais quand on est dans le métro, dans le train, pendant la grève, enfin dans le métro, non, mais dans le train, pendant les heures de grève, ça peut être pas mal en fait pour pouvoir s'asseoir dans les couloirs. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Vous me dites, c'est pas une chaise. Ben si, c'est une chaise. Et c'est ça qui est génial avec le langage. Mais vous avez tout ça. Ceci n'est pas un téléphone. Ah ben non! C'est plus un téléphone d'ailleurs, la plupart du temps. Vous prenez un iPhone, alors j'ai pas d'iPhone. Mais vous prenez un iPhone, en plus vous avez un son pourri, c'est même pas fait pour téléphoner. Vous pouvez faire plein d'autres choses, et d'ailleurs on les appelle plus téléphone. C'est-à-dire que c'était tellement loin de la représentation et des caractéristiques initiales qu'on avait d'un téléphone, qu'on a dû changer le nom. Là c'est un peu pareil avec les chaises. Donc on va aller un peu loin avec la créativité, je suis d'accord, on va jouer avec le problème, on va aller explorer des choses différentes.
on ne va pas forcément répondre à la question en fait, qui était posée par le problème. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le côté adapté. Pas forcément, mais si vous prenez l'iPhone, l'objectif n'était pas de créer un iPhone. Hein. À l'origine, l'objectif était de créer l'iPad. Ils n'ont pas réussi, ils ont divergé, ils ont fini par penser en fait qu'on pouvait faire un téléphone. Est-ce que c'était pas adapté? On n'aurait pas dû le faire, on aurait dû continuer sur l'iPad. Donc vous voyez, il y a des produits comme ça qui sont créés dans des situations de conception où on va remettre en question l'identité des objets en disant ça c'est une chaise mais ça n'a pas les caractéristiques d'une chaise. Donc il va falloir trouver un autre nom, il va falloir changer un petit peu. Donc il va falloir vraiment sortir du cadre pour pouvoir le faire. Et on va aussi parfois déboucher sur des situations de problèmes on va résoudre des problèmes qui ne sont pas le problème initial. Donc il va falloir qu'on joue avec le problème et qu'on autorise les gens à pouvoir jouer avec le problème et ce que c'est que le problème. C'est un peu tricher. On va aussi apprendre à tricher, effectivement, avec ces situations-là, mais c'est ce qui permet, en fait, de vraiment faire. Il y a un exemple plus neuroscientifique. Je peux vous donner, par exemple, un exemple en neurosciences d'innovation qui est assez intéressant, d'autant qu'on l'a adapté au laboratoire encore pour moins cher. Il se trouve qu'il y avait une difficulté avec les enfants dans l'IRM, c'est qu'on peut pas... les enfants, ça a du mal à pas bouger, en fait. Donc, dès lors que ça bouge, les images sont pourries. Donc il y a eu tout un travail en fait, de conception très rigoureuse et très compliqué pour faire en sorte que les séquences d'activation des IRM soient de plus en plus courtes. Parce que moins c'est long, mieux c'est pour les enfants. Ça coûte beaucoup d'argent. Et Philips a eu une idée redoutable qui a été reprise par tout le monde derrière. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, on va arrêter, on va continuer à travailler sur les meilleures acquisitions, mais ça coûte très cher et c'est très compliqué, on va repenser le problème un petit peu différemment. Et donc ils ont été se poser la question, mais pourquoi les enfants bougent ? Et pourquoi les enfants bougent? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Et donc, ils ont créé un nouveau produit pour préparer les enfants à ne plus bouger. Pour les entraîner, en fait. Pour les entraîner, ils ont créé des faux IRM, qui vendent super cher, d'ailleurs, par ailleurs. C'est 20 ou 30 000 euros le faux IRM. Alors, par rapport à un vrai IRM, c'est... Mais oui, on n'est pas dans l'augmentation technologique, d'augmentation de la vitesse. On va créer un faux IRM pour habituer les enfants à rentrer dans cet IRM et pour qu'ils bougent beaucoup moins. Nous, au laboratoire, on a fait la même chose chez Ikea. Hein. Ça a coûté 8 € chez Ikea. C'est un tunnel Ikea dans lequel, effectivement, on entraîne les enfants, on les entraîne à faire le jeu de la statue, etc. Et ça permet en fait d'améliorer beaucoup en fait, la qualité des acquisitions. Et 8 €. 8 €. Mais vous voyez bien, on a joué. Si le problème initial, c'était comment faire pour faire des acquisitions plus rapides, on n'aurait jamais atteint en fait, ce type de solution. Il a fallu briser en fait, un attribut fondamental du problème pour pouvoir aller sur ces choses-là. Bref. J'en viens à mes situations de créativité, à mes enfants, parce que enfin, mes enfants, pas mes enfants personnellement, hein, je parle des enfants en général, et de savoir comment nous, en fait, on étudie cette fixation dans des situations de génération d'idées et comment on a pu identifier ces blocages lorsqu'il faut générer des idées. Alors il y a un principe en créativité, c'est un principe, hein, c'est qu'on se dit plus on va générer d'idées, plus on augmente nos chances en fait d'avoir des idées originales. C'est pas forcément le cas, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'idées très mauvaises, mais l'idée est quand même que plus on va en avoir et plus on va, ce qu'on appelle la pensée divergente, plus on va être en mesure en fait de se proposer quelque chose d'original et on augmente nos chances de le faire. Alors, vous connaissez ce problème-là? Qui connaît ce problème-là? Ouais. Bon alors je vous propose de vous lever, on va le faire comme ça cette fois-ci. Levez-vous. Je me déshabille mais ça n'a rien à voir, c'est juste parce que j'ai chaud. Bon, en théorie, quand vous avez vu ce problème-là, ça ne demande pas beaucoup de compétences techniques, vous avez tous pensé à une idée. Tous pensé à une idée, même si elle est pourrie, on s'en fout. Vous avez tous pensé à une idée. Juste cette idée, on ne triche pas. Vous pensez juste à cette idée. Oh, j'essaie de faire genre je suis mentaliste. Ça fait un priming pour le spectacle de ce soir, c'est incroyable. J'y avais même pas pensé. Voilà, tous ceux qui ont pensé à des solutions qui consistent à protéger l'œuf du papier bulle ou des choses comme ça, vous pouvez vous asseoir. Tous ceux qui protègent l'œuf, n'importe comment, de n'importe quelle solution du papier, n'hésitez pas à vous asseoir, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui ont pensé à amortir le choc, donc les matelas, les piscines, les tapis de mousse, les produits extraordinaires, etc. Vous pouvez, tout ce qui consiste à amortir le choc, on s'assoit. Tout ce qui permet de ralentir la chute, les parachutes, les ballons, les montgolfières, ce genre de petites choses, les petites ailes, vous pouvez aussi vous asseoir.
Et les autres, merci d'avoir confirmé que 90% des gens, ou 80 à 90% des gens pensent à ces 3 catégories de solutions. Mais c'est intéressant parce qu'il y en a qui spontanément... Vous pouvez vous asseoir aussi. Restez pas debout. 80... Alors, qu'on ait des enfants de 10 ans, ou qu'on ait des ingénieurs en fait, de grandes écoles parisiennes, des écoles d'ingénieurs, vraiment, hein, l'élite de l'élite, ils font comme vous. C'est-à-dire que 80 à 90% des gens donnent ces 3 types de réponses et ne parviennent pas véritablement en fait, à sortir du cadre, ou en tout cas à proposer des solutions originales. Ces 3 réponses qui consistent à amortir la chute, protéger l'œuf ou ralentir la chute, c'est des solutions qui fonctionnent la plupart du temps. L'enjeu ici, c'est que vous avez a priori jamais pris un œuf pour le lâcher d'une hauteur de 10 mètres pour voir ce qui se passait. Vous ne l'avez jamais fait. Mais dans votre histoire, dans votre passé, vous avez déjà eu des situations dans lesquelles vous aviez un objet fragile que vous deviez protéger. Et ces solutions-là, en tout cas au moins ces 2-là, parce que celle-là c'est plus rare hein, quand même, mais ces 2-là, vous les utilisez, en tout cas vous pouvez les utiliser pour faire en sorte d'éviter qu'ils ne cassent. Celle-ci, elle vient un tout petit peu après parce que en fait, elle fait référence plutôt à des objets vivants qu'on pourrait lancer, mais ces 3 catégories en fait, de solutions, elles sont très bien, elles marchent super bien, il n'y a pas de souci. Il y a un challenge, le Red Bull Gravity Challenge, si vous les regardez, ils utilisent la plupart du temps ce type de solution, ça fonctionne bien. Mais il y a plein d'autres solutions en fait, qui ne sont pas du tout explorées. Alors, plein d'autres solutions, j'exagère, mais par exemple, vous pouvez jouer sur les propriétés en fait, naturelles de l'œuf. Alors, ce qui est génial, c'est que ça vous pousse en fait à aller chercher des connaissances. Vous savez qu'un œuf c'est fragile, en réalité c'est pas si fragile que ça, vous pouvez changer ses propriétés naturelles. C'est-à-dire que vous pouvez le congeler par exemple. Alors l'œuf dur vient assez régulièrement. Je ne sais pas s'il y avait des œufs durs parmi les gens qui étaient debout. Voilà, c'est parce qu'il y a le mot dur en fait. En réalité il ne devient pas dur, mais moi j'ai un œuf congelé dans mon frigo depuis 10 ans que j'ai gardé pour essayer de le tester un jour parce que Grégoire il n'y croit pas. Et donc un jour on travaillera là-dessus. Non, mais si vous utilisez les propriétés, enfin si vous modifiez les propriétés naturelles de l'œuf, vous pouvez aussi utiliser ces propriétés naturelles qui existent. L'œuf en fait a des propriétés de résistance assez extraordinaires. Sur un tapis d'œuf, vous pouvez faire passer des voitures, etc. Donc l'œuf en fait il est fragile dans votre tête, mais il n'est pas vraiment. Vous pouvez utiliser du vinaigre. Mais tout ça en fait vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où vous allez chercher des connaissances. Donc soit ces connaissances vous les avez et elles ne sont pas activées spontanément pour aller les chercher plus loin, soit vous devez, et ça c'est une des clés de la créativité, vous ne l'entendrez peut-être pas ailleurs qu'ici parce que généralement on considère que la créativité est une caractéristique intrinsèque et on ne se pose jamais cette question de la connaissance. En réalité, pour faire de la conception et pour faire de la créativité, il faut toujours aller chercher des connaissances et aller chercher des connaissances loin. Et donc l'idée que vous pouvez avoir, jouer sur des propriétés, quelles sont ces propriétés naturelles, comment on peut jouer sur des propriétés d'un objet, vous devez aller chercher des connaissances pour pouvoir le faire. Comment vous pouvez utiliser, s'il y a des dispositifs physiques, on peut utiliser des dispositifs vivants, on peut utiliser des plantes, on peut utiliser des animaux. Je vous ai mis cet aigle-là, ou en tout cas cet oiseau qui peut le rattraper au vol. C'est juste pour vous montrer. Pour le moment, on n'est pas dans la faisabilité, je ne vous ai pas demandé de le faire. Je vous ai demandé de créer des pistes qui peuvent être complètement folles. Et c'est à partir de ces pistes folles, en fait, que vous allez pouvoir choper quelque chose de vraiment original à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus efficaces. On peut changer l'environnement. Donc il y a tout un tas de solutions, en fait, dont certaines sont limites. Mais moi, de certaines que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que si vous le lancez de 11 mètres, il va parcourir les 10 mètres sans se casser. Parfois, c'est comme ça. Hein, et vous voyez bien, quand je vous disais on peut jouer sur le problème, on peut jouer sur le problème. Mais jouer sur le problème, ça permet de déboucher parfois sur des solutions véritablement intéressantes. Bon, je vous ai dit 90% des individus vont plutôt sur ce type de solutions et évitent les autres, alors que les autres, elles pouvaient être très intéressantes. Et comme on cherche l'originalité, en tout cas des choses différentes, c'est pas normal qu'un enfant de 10 ans donne le même type de réponse qu'un ingénieur. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il manque quelque chose. Alors, nos enfants, dans tout ça. Les enfants de 10 ans, vous leur proposez cette tâche-là, ils vont vous proposer de la même manière, alors pas tout à fait même. Ils vont vous proposer des solutions qui consistent à amortir la chute et à protéger l'œuf. Alors, ils ont une forme de créativité parce que c'est toujours lié à ce rapport avec la connaissance. Quand je dis protège l'œuf, ils adorent protéger l'œuf, mais alors l'aluminium, le papier d'aluminium pour eux a des propriétés de résistance incroyables qu'on ne retrouve jamais chez les adultes, mais alors pour eux l'aluminium ça protège. On ne sait pas si c'est l'œuf Kinder qui fait ça, mais eux ils ont ce truc-là qui est extrêmement fort chez eux. Aluminium écrit n'importe comment par contre. Ça, l'orthographe d'aluminium on le retrouve dans tous les sens. Par contre,
Ils n'ont pas tout à fait la même fixation. Toutes les solutions qui consistent à ralentir la chute, elles ne sont pas là. Elles ne viennent pas, celles-ci. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas les parachutes, qu'ils ne connaissent pas les montgolfières, etc. C'est juste que, d'ailleurs, il y a un dessin animé qui utilise ça avec là, j'ai vu, ils m'ont tué le marché complètement de cette tâche-là, mais ils n'ont pas, c'est pas encore une heuristique pour eux, c'est pas encore une façon automatique de résoudre le problème, certainement parce que ça fait aussi appel à des connaissances, plutôt par rapport à la gravité, ou en tout cas à la chute des corps, qui sont des connaissances naïves et qui sont en construction à cette période-là. On a aussi des réponses assez, alors qu'on pourrait voir poétiques, hein, j'en sais rien, mais qu'on ne retrouve pas chez les adultes. Par exemple, les enfants disent qu'il suffit de le lancer, mais doucement. Donc, on a ce genre de petites choses qui nous montrent qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Et c'est intéressant parce que ça montre bien que la façon dont on va résoudre un problème, dont on va proposer des solutions, dépend en fait de l'expérience antérieure. L'expérience antérieure, pas sur le problème forcément, sur des problèmes proches. Parce que je vous ai dit, vous n'avez jamais vu la tâche de l'œuf avant, donc a priori, vous n'avez pas d'expérience et vous ne l'avez jamais fait. Donc vous allez chercher en fait des problèmes qui ont des situations, en tout cas des choses proches, quelque chose de fragile qui doit faire empêcher qu'il se casse. Je vais chercher toutes ces connaissances-là et je vais appliquer ces premières solutions. C'est génial, c'est ce qu'il faut faire tout le temps, sauf quand vous voulez être créatif. Quand vous voulez être créatif, il ne faut pas aller chercher les mêmes choses, ou en tout cas les mêmes choses classiques pour pouvoir résoudre les problèmes. Et les enfants, en fait, parfois, vont avoir effectivement des fixations, en tout cas des blocages qui vont être un peu différents et qui vont conduire à faire en sorte qu'ils vont résoudre le problème certainement un tout petit peu différemment et avoir des solutions dont on pourrait croire qu'elles sont originales. Ça, cette tâche-là a été utilisée, rien à voir avec nous, mais elle a été utilisée en Turquie dans le dispositif qui s'appelle la main à la pâte. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ce qui a remporté en fait le prix dans ce... Je tiens ça d'un livre de la main à la pâte qui montrait la meilleure solution en fait, qu'ils ont trouvée chez les enfants de 10 ans et qui était la plus créative, c'était celle-ci. C'était le parachute. Pourquoi? Parce que chez les enfants de 10 ans, c'est très créatif de sortir un parachute parce qu'ils n'y pensent pas. Alors que vous, en tout cas chez les adultes, c'est des solutions qui deviennent classiques, en tout cas qui sont classiques. Donc ça dépend aussi de ce qui... Pour pouvoir identifier ce qui est original, il faut aussi déterminer en fait, ce qui est classique et ce qui est bloquant et ce qui va conduire à la fixation. Et ça, c'est vrai, quel que soit le problème qu'on va leur donner, c'est vrai pour la tâche de l'œuf, mais c'est vrai pour d'autres choses. Alors comment on peut faire pour dépasser en fait, ces blocages? Parce que si je venais juste en vous disant, il y a des blocages... T'as dit 15 ou 20? 10. Ça va être chaud quand même. Toi, je le savais. Non. Tu vois ça avec Arnaud. Hein. Tu peux tenir 10 minutes de moins pour toi, c'est rien. Non, je rigole. Voilà, comment perdre du temps. Comment on peut faire pour déplacer les blocages cognitifs? Alors, dans la résolution de problèmes, généralement, si vous avez généralement, ce qu'on fait pour aider les enfants, c'est qu'on va leur donner un exemple. L'exemple, en fait, est généralement ce qu'on fait pour les aider, en fait, à comprendre, en fait, l'objectif de la tâche et ce qu'il faut faire dans la tâche. Et c'est vrai que la plupart du temps, ça marche bien, sauf dans le domaine de la créativité. Ça, les instituteurs s'en étaient rendus compte quand ils ont demandé une rédaction. Vous voyez, on peut faire de la créativité aussi dans la rédaction. Vous créez une nouvelle histoire, c'est de la créativité. Moderniser le conte du petit chaperon rouge, ou en tout cas le rendre plus créatif, original. Là, vous avez 10 minutes, enfin une demi-heure. Vous écrivez, vous allez être en CM1, on vous demande d'écrire ça. Pour vous aider, parce que là il y a un petit blocage en CM1, c'est-à-dire qu'ils disent, oui, je fais quoi? Je connais bien le compte, mais je fais quoi? On va vous donner un exemple. Et par exemple, il y a le petit chaperon rouge, on pourrait très bien envisager le petit chaperon vert. Mais on essaye, tu vois, de faire un truc. Et là, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont déclinées chez vous. Donner un exemple en fait, de solution va généralement renforcer en fait, la fixation. Pas tout le temps. Ça dépend en fait de la nature de l'exemple. Et c'est ça qui est intéressant et qu'on a pu montrer en laboratoire, c'est que si vous donnez un exemple dans la fixation, dans ce qui est classique, vous allez renforcer les blocages et ça va être encore plus compliqué. Par contre, si vous donnez un exemple qui sort, un exemple qui vraiment va briser les règles, là vous allez avoir un effet de stimulation. Et ça, on a pu le montrer avec la tâche de l'œuf, hein. C'est tout simple, on a redonné cette tâche-là. Dans un cas, on a donné un exemple classique, utiliser un parachute. Dans l'autre cas, on a donné un exemple, congeler l'œuf, par exemple. Donc c'est juste un exemple possible, c'est ça. Et on a regardé comment les gens étaient capables de sortir du cadre et d'être original. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que quand, ça c'est la condition contrôle quand il n'y a pas d'exemple, quand vous avez un exemple classique qui est dans la fixation, vous renforcez la fixation, ils ont encore plus de mal à en sortir. Quand par contre vous leur donnez un exemple plus original, ils vont avoir tendance à en sortir. On discutera de comment on évalue la créativité. Mais là c'était de l'originalité en fait en termes de, vraiment de fréquence, c'est-à-dire que c'est une originalité
objectif, c'est d'essayer de voir si les solutions qui sont données sont rares ou pas. Et je pourrais vous discuter ça. Allez. Alors, ce qui était intéressant, c'est que cet exemple parachute, il est dans la fixation chez les adultes, mais il est en dehors de la fixation chez les enfants. C'est-à-dire que si ce que je vous dis est vrai, chez les adultes, ça diminue la créativité, mais chez les enfants, c'est en dehors, donc ça doit la booster. Bah, c'est exactement, tout est magique, c'est exactement ce qu'on a pu montrer ici chez des enfants de 10 ans et des adultes, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'exemple, en fait, lorsqu'il n'y a pas d'exemple, les adultes sont bien meilleurs. Dès lors que vous donnez cet exemple parachute, vous avez un effet de stimulation chez les enfants et un effet de contrainte chez les adultes qui font que les enfants de 10 ans atteignent le niveau d'université, sans aucun souci. Donc c'est efficace. Avec un exemple original. Avec un exemple... Non. Avec le parachute. Ah oui. Qui est pour l'enfant un exemple original, pour l'adulte pas original du tout. Ça dépend en fait de savoir si cet exemple il est dans la fixation ou pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on détermine la fixation. Je ne vous le montre pas, mais on a fait ça chez des ingénieurs et chez des designers. Donc les designers, les écoles de design, après 5 ans de design, ils passent leur temps en fait à essayer de trouver des solutions pour ne pas être fixés. En tout cas pour jouer avec les problèmes, pour sortir du cadre, c'est un entraînement intensif à ça. Le designer, il fait ça. Et d'ailleurs, quand on le teste sur la tâche de l'œuf, le designer est bien meilleur que l'ingénieur. Ça, il n'y a aucun souci, il est très bon pour être créatif. Vous lui donnez un exemple. Un exemple. Le parachute. Et au niveau des performances, vous avez neutralisé 5 ans d'école de design. Et il revient aussi mauvais, relativement, que les ingénieurs. Donc cet exemple-là, il peut avoir des effets désastreux. Et c'est pas simple de trouver le bon exemple. Et je vais vous le dire, c'est beaucoup plus difficile de trouver un exemple original qui va les stimuler que de trouver un exemple pas original qui va les bloquer. Donc c'est beaucoup plus facile de renforcer les blocages des gens que de les limiter. Malheureusement, le monde est fait comme ça. Alors, je passe hyper rapidement là-dessus parce que c'est pas le plus intéressant, mais on a aussi essayé de comprendre un petit peu les processus cognitifs, et le processus qui permet en fait de dépasser ces blocages, c'est la capacité à inhiber en fait ces effets de fixation. C'est intéressant parce que, ça c'est un take-home message à garder, c'est que la créativité n'est pas un processus purement automatique. Elle demande au contraire des processus de contrôle, contrôler effectivement ces stratégies qui sont intuitives et qui nous viennent rapidement à l'esprit, et qui fonctionnent bien quand on ne veut pas être créatif, mais quand on veut sortir du cadre, en fait, c'est beaucoup plus difficile. Donc on va avoir ce processus d'inhibition, et je vais vous passer la démonstration expérimentale de pourquoi, parce que je pense qu'on peut arriver à une... Alors ça a été fait par ma collègue Anaëlle Camarda, mais dont je vais vous parler un tout petit peu après, facilement. C'est pas le cœur du message. J'aimerais que vous vous relevez. On va refaire Eh oui, c'est un peu de sport. J'essaie de faire en sorte que vous ne vous endormiez pas derrière. Cette fois-ci, c'est une expérience qui peut être dangereuse, ou en tout cas, il faut juste prendre ses distances. Juste prendre suffisamment ses distances. Donc, vous pouvez prendre un petit peu vos distances par rapport à ça. Vous allez avoir besoin de vos mains. Je vais retirer le micro pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Je vais vous demander de faire exactement comme moi. D'accord? Vous levez votre main droite. Excusez-moi, vous levez comme ça. Hein, Vous prenez votre index et vous le mettez sur votre nez. Et là, vous essayez de maintenir le plus possible le regard sur moi et vous faites un tour sur vous-même. Comme ça. Vous pouvez vous rasseoir. Des décennies. Alors là, c'est une étape un petit peu charnière de la présentation, où généralement, vous m'avez trouvé sympa au départ, et là, vous allez m'en vouloir. Vous allez m'en vouloir beaucoup. C'est-à-dire qu'on va rompre en fait un lien de confiance qu'on a essayé d'établir au départ. Je veux dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Dans quel sens on a tourné? Rien à voir. Pourquoi vous avez fait quelque chose? Pourquoi? Parce que je vous l'ai demandé. Je vous ai demandé de faire quelque chose de ridicule et vous l'avez fait parce que vous aviez confiance en moi. Et il ne fallait pas. Si vous aviez demandé, il vous l'aurait dit, Grégoire, vous aurait dit qu'il ne fallait pas me faire confiance. Parce qu'on avait une attente. Parce qu'on a tous tendance à suivre effectivement l'autorité, le conformisme social. C'est pas quelque chose de mal. Je sais que dans la vie de tous les jours, on est convaincu qu'il ne faut pas être conformiste. C'est faux.
En réalité, ceux qui vous disent ça ont tort. Le conformisme social, c'est ce qui nous permet en fait de créer de l'appartenance, de créer de la confiance, d'appartenir à un groupe, d'avoir des normes sociales, donc c'est quelque chose de très important. Mais parfois, ça peut aussi peser. Et je vous ai parlé des blocages cognitifs, je vais vous parler aussi des blocages sociaux. C'est-à-dire que là, on ne se connaît pas. Vous ne savez même pas vraiment si je suis professeur à l'université, vous n'avez pas vérifié. Donc ce n'est pas le cas. Alors, ça n'a rien à voir. Donc on ne se connaît pas et j'arrive à vous faire un truc. Bien sûr, si ça avait été trop ridicule, vous ne l'auriez pas fait, vous aviez confiance en moi et je sais que vous me détestez maintenant. Essayez de retirer la haine que vous avez contre moi. Mais vous pouvez tester à l'école, hein. Franchement, faites-le avec vos élèves et posez-leur la question, c'est une vraie question sur la question du conformisme. Imaginez maintenant que je suis votre patron, ou que je suis l'instituteur et que vous êtes l'élève, et que je vous dis quelque chose. Et je vous dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'évalue ce que vous êtes en train de faire. Ça c'est créatif, ça c'est pas créatif. Si je rigole parce que vous avez sorti un truc un peu fou, oh, on pourrait congeler l'œuf, c'est n'importe quoi, je le fais super bien, vous vous rendez compte que ça va avoir des conséquences sur votre capacité à générer là, mais imaginons que je vous redemande de vous relever là, et de refaire quelque chose. Qui va le faire? C'est fini, j'ai cassé la confiance. Je vous ai cassé votre créativité pour le reste de vos jours. Jamais vous ferez confiance à quelqu'un. Tout à l'heure, le mentaliste, il va m'en vouloir. Parce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir venir faire quoi que ce soit avec lui. Donc vous avez cassé un petit peu. Si vous avez fait ça, en plus, non seulement ça va avoir des conséquences en direct en fait, sur votre capacité de créativité, mais ça va aussi avoir des conséquences sur le futur. C'est-à-dire que plus tard, ils vont intérioriser qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. C'est vrai dans le domaine de l'entreprise, il y a des formes d'inhibition sociale qui sont qu'on a peur en fait, de dire quelque chose de trop créatif, qui va rompre en fait. Le truc, j'ai un exemple très bête, mais qu'on donne comme exercice aux élèves ingénieurs pour qu'ils travaillent. On leur fait définir ce que c'est qu'une boîte aux lettres. Alors vous pouvez travailler sur... Les ingénieurs adorent définir les trucs, donc vous leur demandez de définir une boîte aux lettres, ils vont vous définir de manière très précise ce que c'est qu'une boîte aux lettres, sa fonction, tout, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, vous cassez un attribut fondamental de cet objet. Vous voulez, on va faire des boîtes aux lettres, mais maintenant sans lettres. Là, vous sentez le... Mais c'est plus... Et voilà. Mais ça, c'est des enjeux aussi de la Poste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que les gens ne s'envoient plus de courrier? Et qu'est-ce qu'on fait de ce réseau? Et donc, vous voyez, il y a des enjeux qui sont très très forts. Maintenant, si vous voulez sortir des choses assez créatives et assez originales, il ne faut pas derrière que vous ayez une évaluation sociale qui soit trop forte, parce que sinon, en fait, vous n'oserez jamais le faire, et vous n'oserez jamais le faire à long terme. Ça peut avoir des conséquences sur du long terme. Bon, nous, on a pu montrer en plus que ça dépendait de l'âge. C'est-à-dire que chez les enfants, vous faites ça à des enfants de 10 ans, vous les mettez dans une situation où ils doivent générer des idées, et vous les évaluez. Vous ne leur dites pas le résultat de l'évaluation, c'est encore pire. Vous êtes en train de les évaluer, regardez ce qu'ils font. C'est la même chose avec les adolescents et les adultes. Donc c'est vraiment une situation d'évaluation sociale où on était juste à côté en train de regarder ce qu'ils faisaient, mais on ne leur donnait pas le résultat. Créativité des enfants diminue. Diminue assez fortement, c'est-à-dire qu'ils n'osent plus donner une idée. Alors c'était assez vache parce qu'on était en train de noter pendant qu'ils étaient en train de parler, c'est-à-dire qu'ils génèrent haute voix, on note, mais le contexte un peu émotionnel. Chez les adolescents, ça les a plutôt boostés en fait. Là, ils se sont dit, ah, il faut faire quelque chose, ça a boosté véritablement leur capacité. Ça a moins eu d'effet chez les jeunes adultes. Mais vous voyez en fait que ce même contexte social d'évaluation, il peut être positif ou il peut être négatif selon l'âge dans lequel, l'âge en fait des enfants ou des adolescents qui y sont. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que ce contexte, il a un impact très très fort sur la performance qu'ils vont avoir. Je ne sais pas sur du long terme ce que ça peut donner. Là, il va me rester 2 minutes. Non mais 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes. On peut les aider en classe. Et on a développé des systèmes, ou en tout cas des situations dans lesquelles en fait, on va apprendre aux enfants à concevoir en fait, des situations pour pouvoir essayer de dépasser un petit peu, d'identifier leur fixation, d'identifier ce qui est classique pour pouvoir le dépasser derrière. Donc on a testé plusieurs outils. En fait, on l'a fait avec des différents types d'ateliers et c'était des activités de rédaction en fait. C'était pas du tout sur nos tâches à nous. Alors on a fait un pré-test, un post-test parce qu'on voulait vérifier ce que ça pouvait changer, mais c'était pas du tout sur les tâches que nous on a réalisées. En fait, c'était sur des tâches conçues en fait par les enseignants. Je vais vous montrer un petit peu. On a testé plusieurs trucs. Alors le brainstorming, par exemple. On a testé le brainstorming. Alors le brainstorming, 80% de la littérature vous dira que ça marche pas. Vous allez voir que ça marche sur quelques petites choses quand même, mais ça dépend surtout de comment vous faites le brainstorming. Donc on l'a fait à un brainstorming, on a appliqué les règles du brainstorming, on pourra en discuter, et on a utilisé des post-it. Les enfants ont adoré le brainstorming, c'est génial pour eux, ils ont vraiment collectivement fait ça. On a aussi fait toute une méthode en fait, qui permet d'identifier la fixation et d'essayer d'aller chercher des connaissances autres pour pouvoir créer quelque chose de plus original, donc qui est basé en fait sur la méthodologie qu'on avait développée
qui a été développé à l'école des mines. Donc ça a été développé pour des ingénieurs, on l'a adapté à des enfants de CM1 pour que ce soit compréhensible. Et donc il y a un petit bonhomme qui court parce que c'est des idées rapides qui nous viennent à l'esprit très très vite. Et il y a le petit bonhomme qui réfléchit. Donc il y a ce rapport entre la connaissance et les idées, le monde de l'imaginaire où on peut dire ce qu'on veut et comment ça peut débloquer en fait la volonté d'aller chercher de nouvelles connaissances. Donc ça, on a travaillé là-dessus. Et il y avait un groupe qui n'a pas eu de bol. Eux, ils ont travaillé sur la méthode à la manière de classique. Et donc, on avait un texte. Alors, on avait fait un texte original et un texte non original pour tester l'effet de notre exemple. En réalité, ça n'a pas très très bien fonctionné. Le type de problème, c'était ce genre de choses. Tom, ton camarade, te raconte qu'il a fait une rencontre inattendue. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose d'un petit peu flou. C'est quoi une rencontre? C'est quoi l'inattendu? Si vous lui dites de mettre en place, de faire en sorte de mettre 10 chaises alignées à 5 cm l'une de l'autre en face d'un écran, ça va être capable de le faire, c'est de la résolution de problème. Une rencontre inattendue, alors là, il va falloir travailler sur l'inattendu, travailler sur la rencontre, et là on peut explorer beaucoup de choses. De la même manière, un animal de compagnie hors du commun, ça veut dire quoi? Hors du commun. C'est quoi un animal de compagnie? C'est quoi hors du commun? Oui, donc on a des éléments sur lesquels on peut travailler avec les enfants. Bon, je vous montre juste très rapidement les résultats sur les différentes phases de fin, juste sur une phase de génération, une fois qu'ils ont fait les ateliers, parce qu'on a des effets très très forts, c'est 5 semaines. 5 semaines à raison d'une demi-heure. C'est des séances d'1h30, mais en gros, ils ont une demi-heure sur la méthodologie, et ça, on a comparé le premier atelier au dernier atelier. Et donc, vous voyez que quand vous utilisez à la manière d'eux, quand vous donnez des exemples, en fait, de solutions, même si c'est des exemples un peu originaux, on n'a pas réussi à avoir un effet de stimulation, bien au contraire. C'est-à-dire que, enfin, on a un effet de stimulation qui est très fort, mais leurs réponses, ça, c'est les réponses qui sont en fixation, donc c'est des réponses pas du tout originales. Donc, on a boosté leurs réponses en termes de quantité, mais par contre, elles ne sont pas du tout originales. Donc, ça a un effet à la manière d'eux, mais qui n'est pas très fort. Le brainstorming, alors eux, c'est dès le départ, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'apprentissage entre les ateliers. Dès le premier atelier de brainstorming, on avait boosté leur capacité à donner des réponses en fixation. Donc, c'est bien pour donner beaucoup de réponses, mais vous donnez des réponses peu créatives. Et notre méthode, alors notre méthode, elle est moins spectaculaire, ça c'est sûr, mais en tout cas, on n'a pas eu cette inflation sur la fixation, et on a eu une augmentation significative sur la capacité à sortir du cadre. Ça, c'est dans les ateliers, et on a pu le confirmer en pré-test et en post-test sur un transfert, sur une tâche sur laquelle ils n'avaient pas du tout eu d'entraînement. Ça, on pourra en discuter plus tard. Voilà. Mais oui. Donc, sur cette question, je passe à la deuxième partie de ma présentation. Est-ce que l'école tue la créativité? Non. En tout cas, il n'y a pas de preuve qui montre que l'école tue la créativité. D'ailleurs, la créativité continue à se développer à l'adolescence. Et jusqu'à preuve du contraire, la plupart des ados sont scolarisés. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment on peut faire pour mieux stimuler la créativité? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des choses pour les aider? Est-ce que vraiment l'école fait en sorte de stimuler la créativité? Ça, c'est une autre question que j'ai posée aussi au départ et à laquelle je ne répondrai pas. Mais je pense qu'elle reste ouverte pour pouvoir... Voilà, j'ai terminé. Pour ma réponse, on a commencé... On va prendre une ou deux questions. On va essayer de ne pas trop déborder sur l'horaire parce qu'effectivement, il y a du monde qui attend dehors pour la conférence de 15h. Enfin, un camion, il y en a un bus qui va arriver. Oui, c'est vrai. Vas-y, Arnaud, ça va te faire monter un peu le stress. C'était trop tôt, 14h. Pardon, on va essayer de gagner du temps et être efficace. Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques ou une solution pour l'œuf? Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. Je reviens de clôturer 7 ateliers dans le cadre de... Je reviens de clôturer 7 ateliers qui permet de mettre en présence des représentants des établissements scolaires, notamment des collèges, et puis des directions d'une collectivité sur différentes thématiques. Et il y avait une thématique notamment sur l'éducation et la citoyenneté. Et on a fait le brainstorming avec le post-it. Et une des questions, c'était comment favoriser la réussite scolaire ou comment lutter contre l'échec scolaire. Et est venu en plébiscite
plébisciter la créativité. Comment stimuler la créativité? Et ma question, c'est justement comment les gens qui ne sont pas des élèves, qui ne sont pas des professeurs, mais qui sont autour, puissent apporter leur contribution pour stimuler la créativité. En fait, je crois qu'une des clés pour stimuler la créativité, c'est déjà de savoir qu'on peut la stimuler et que ce n'est pas une compétence intrinsèque et que ça peut vraiment se développer. Et deuxièmement, c'est d'essayer de créer en fait les outils cognitifs qui permettent de penser la créativité. C'est-à-dire que si on vous dit soyez créatif, ça ne suffit pas en fait pour pouvoir l'air. Il faut vraiment penser quel type de méthode ou quel type de choses on peut appliquer pour pouvoir en fait réussir à la stimuler. Et vous dites sur la question de la citoyenneté, Anaëlle Camarda est justement en train de... Parce qu'en Belgique, ils se sont déjà posé la question depuis très longtemps. Elle a tout un projet de recherche justement pour essayer de voir comment les associations qui font des activités culturelles et créatives, justement, ont un impact sur la citoyenneté, et pas uniquement sur les activités culturelles et créatives. Donc il y a des projets qui existent, en France certainement un peu moins sur cette question-là, mais je pense que la clé c'est de savoir qu'on peut les outiller et qu'on peut avoir différentes méthodologies à mettre en place. Le brainstorming n'est pas juste ce qui fonctionne, enfin ça ne fonctionne pas très bien chez nous, et pourtant on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, mais il y a peut-être d'autres façons de voir les choses et d'autres façons d'outiller cognitivement les élèves pour qu'ils puissent penser la créativité. Et je dis les élèves, si on pouvait être créatif dans toute la sphère publique, ce ne serait pas une mauvaise chose non plus. On a une campagne électorale qui arrive bientôt. Une des difficultés, c'est qu'à chaque fois, on pense les problèmes de façon à... On va récupérer en fait les solutions qui sont existantes, classiques, et on n'essaye pas en fait de concevoir. Mais pour faire de la conception, il faut aller chercher de nouvelles connaissances. Et les problèmes, en fait, les solutions ne sont jamais simples, en fait, elles sont souvent complexes, au même titre que les problèmes. Donc vous voyez, il y a quand même un travail à faire sur ces situations de conception, mais il y a au moins deux axes sur lesquels on travaille beaucoup. On travaille beaucoup sur l'écologie, et sur comment, justement, sur les situations écologiques, on peut doter les élèves de capacités de conception pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes les solutions, en fait, aux problèmes écologiques qui vivent au quotidien. Et de la même manière, on fait la même chose aussi sur les politiques publiques, et c'est-à-dire comment on peut réintégrer, en fait, de la conception dans les politiques publiques pour résoudre les problèmes, en fait. Bonjour, alors je suis désolé, je ne suis pas enseignant, je suis un ingénieur formaté. Merci pour votre intervention. Pourriez-vous faire un lien éventuellement avec la notion de dissociation développée par Koestler? Non, parce que de mon point de vue, enfin pour avoir lu récemment, il parle de créativité, de découverte, et de créativité, de découverte et d'humour, en développant effectivement un aspect dissociatif et bissociatif, pardon. Et dans l'élément éducatif sur lequel vous êtes intervenu, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient effectivement développer cet aspect bissociatif ou pas? C'était ça. L'humour est génial pour ça. Alors je rattrape, je connais mieux l'humour que l'ingénierie informatique, mais l'humour en fait est justement en fait tout un système où on va en fait déclencher une fixation et la résolution en fait de la blague, c'est moins drôle comme ça, va justement nous pousser en fait à revoir complètement ce qu'on avait vu jusqu'alors et comment on avait perçu le problème en fait. Et donc l'humour est vraiment un mécanisme qui permet justement de penser justement cette défixation ou de penser en fait cette réorganisation des connaissances qui permet de voir le problème sous un autre jour et déclencher le rire. C'est le but de l'humour, mais donc on travaille effectivement aussi sur ça, sur la question de l'humour. Bonjour, j'ai peut-être trouvé une solution pour l'œuf. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez. Vous allez me dire, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Donc on peut peut-être jeter une poule, en fait, quand l'œuf n'est pas encore... On a beaucoup de gens qui jettent la poule. Hein. Ça, on a eu beaucoup. Ça, on a eu beaucoup de gens. Il y a des gens qui nourrissent la poule aussi différemment pour lui donner des propriétés particulières. Ça, on a vu ça aussi. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mirande.